Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au MEDEF ce matin pour cette matinale consacrée à la responsabilité du dirigeant d'entreprise face aux risques à l'international. Cette matinale est proposée par MEDEF International et Stratexio. Vous êtes ici au MEDEF et avant de dire quelques mots du sujet qui nous rassemble, je souhaiterais peut-être présenter le MEDEF qui est très connu, mais finalement, au gré de mes rencontres, je me rends compte que les activités de notre organisation ne sont pas forcément aussi visibles qu'on pourrait l'imaginer. Le MEDEF, c'est le premier mouvement d'entreprise de France. Il rassemble 80 fédérations professionnelles, 122 territoires, départements et régions. Ça veut dire que nous n'avons pas en adhérents directs les entreprises, mais que ces entreprises se trouvent parmi ces fédérations et ces territoires. L'objectif du MEDEF ou les missions du MEDEF, c'est évidemment de réfléchir à un encadrement favorable pour le développement des entreprises et par conséquent, l'internationalisation de nos entreprises est un sujet éminemment stratégique. L'internationalisation, ça signifie deux choses pour nous. D'une part, l'export et d'autre part, l'implantation à l'étranger. C'est pour ça qu'on s'intéresse au sujet de la responsabilité du dirigeant d'entreprise lorsqu'il entreprend des activités en dehors de son marché domestique. Alors, ce n'est pas un sujet qui est nouveau au MEDEF. On le traite depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 20 ans. Et c'est notamment Corinne Lagache qui anime les réflexions qui y sont liées. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que si on souhaite accroître l'exposition internationale de nos entreprises, il est toujours préférable de maîtriser les risques, notamment pour les dirigeants. Et comme vous le savez tous dans cette salle, on a un vrai sujet d'internationalisation de nos entreprises, particulièrement de nos PME. Et puis on a un sujet d'équilibre de notre balance commerciale qui est en déficit structurel, plutôt abyssal depuis maintenant quelques années. Donc le MEDEF, évidemment, s'engage pour favoriser, pour accroître le mouvement d'exportation et d'internationalisation. Et de ce fait, on se doit de s'intéresser à ces sujets. La deuxième raison, c'est que pour performer, il faut avoir des informations plus fiables, ou en tout cas plus justes que celles de nos concurrents. Et donc maîtriser ces risques, c'est aussi une façon d'avoir un avantage compétitif. Puis enfin, il s'agit que lors du processus d'internationalisation, nos entreprises ne soient pas déstabilisées. Et maîtriser encore une fois ces risques, c'est se protéger contre cette déstabilisation. Peut-être un focus particulier sur la lutte contre la corruption, qui pose plusieurs défis. Tout d'abord, un défi d'asymétrie de concurrence, et c'est pour cette raison que le MEDEF est très fortement engagé dans la lutte contre la corruption, puisque une entreprise qui corrompt a un avantage par rapport à une entreprise qui ne recourt pas à ces méthodes, et il y a donc une rupture de concurrence qui peut toucher des entreprises françaises. La deuxième raison, c'est qu'il y a des coûts logistiques, si j'ose dire, de mise en conformité, des coûts parce qu'il faut former au sein de l'entreprise des cadres, les personnels, parce qu'il faut mettre en place des processus qui coûtent de l'argent, et puis parce qu'il faut recourir aux services d'experts, de sociétés de conseil, et que tout ça a un coût. Ensuite, et peut-être c'est le dernier point, parce qu'il y a une question de souveraineté, et le MEDEF a pris totalement acte des évolutions internationales en la matière, qui sont de divers ordres. On peut penser évidemment aux lois de certains États qui ont une visée extraterritoriale. On peut également, sur ce même sujet de souveraineté, élargir aux pratiques de certains pays de guerre informationnelle,
aux pratiques d'autres pays s'agissant de l'expansionnisme ou du dumping. Et donc, c'est une vision globale de la souveraineté que nous portons. Et depuis l'élection du président Geoffroy Roux de Bézieux, il y a eu un virage doctrinaire. MEDEF était extrêmement libre-échangiste, il l'est toujours évidemment. Mais on a pris acte de ces pratiques et on a créé un comité de souveraineté et de sécurité des entreprises qui réfléchit à ces questions et au-delà de la réflexion, qui agit avec les services compétents, en territoire avec l'ensemble de nos MEDEF territoriaux, avec les fédérations professionnelles et puis avec toutes les entreprises et les mouvements partenaires. Voilà, avant de laisser la parole à Étienne qui doit être dans la salle, je souhaiterais remercier tous les partenaires de Stratexio, remercier les équipes de MEDEF International, remercier le MEDEF et les équipes du MEDEF, notamment la direction internationale qui travaille également sur ces sujets. Étienne, je te laisse la parole et je vous souhaite de très bons échanges. Bonjour, donc je m'appelle Étienne. J'ai un nom de famille, c'est Vaucher. Et puis j'ai quelques fonctions. Je suis le président de l'OSCI, un des animateurs de Stratexio. Et j'ai créé un think tank sur le commerce international qui s'appelle la Fabrique de l'exportation. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté à un certain moment d'animer cette matinale, parce que c'est un sujet en fait qu'on couvre depuis longtemps, à la fois à travers nos sociétés adhérentes à l'OSCI qui font du négoce, en Afrique, à Cuba, qui faisaient du négoce en Iran, en Asie, etc. Donc tous les sujets dont Fabrice a parlé, on les a souvent couverts à travers nos adhérents. Et puis au think tank, on a accueilli souvent des experts, et parce que c'est un sujet qui est quand même très sensible. C'est un sujet qui a fait éruption progressive dans les dernières années, avec des cas médiatiques assez majeurs, les amendes importantes imposées à des entreprises. Les grandes entreprises sont bien sûr les choses les plus emblématiques, mais c'est un sujet plus diffus dans la pratique quotidienne des affaires en matière de commerce international, et c'est ça qu'on voudrait essayer d'explorer aujourd'hui avec vous. C'est une matière protéiforme qui a plusieurs domaines du droit, plusieurs territoires d'application, plusieurs pays, et qui change dans le temps. Et donc, du coup, c'est une matière où la contribution de chacun, à mon avis, sera intéressante, aussi bien donc nos panélistes, que je vais progressivement accueillir, mais aussi de vous-même et de notre keynote speaker, donc Frédéric Pierucci. Pour l'articulation de la matinée, en gros, on va donc démarrer avec un panel qui va essayer donc de balayer le sujet, le caractériser dans ses différents aspects. Ça va être un travail donc de compréhension pour se mettre tous un peu au même niveau de compréhension. Puis on aura un échange pour partager avec vos expériences, vos contributions. Et ensuite, on passera la parole donc à Frédéric Pierucci qui nous fera un approfondissement à travers son expérience qui couvre, je crois, énormément des aspects que mettent en jeu ces problèmes, donc notamment de compliance et de responsabilité. Alors, et puis nous aurons une session donc, de discussion ensuite avec Frédéric, ça sera suivi d'un cocktail. Alors pour démarrer, je vais appeler donc les panélistes, et je vais commencer donc par Christophe Subtil. Christophe, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Christophe est un Saint-Cyrien de formation qui a effectué sa carrière dans les services de renseignement français, qui a occupé d'importantes fonctions donc, dans les services, dans des fonctions opérationnelles. Il est général de division, mais depuis l'année 2018, je crois que vous avez rejoint le groupe SOS International, ou International SOS plus précisément, qui est une société spécialisée dans l'assistance santé et sûreté aux entreprises, et vous exercez les fonctions de conseiller en risque, stratégie et sûreté. On vous écoutera avec beaucoup d'intérêt. J'appelle aussi donc Mokran Mokhtari, qui est un ingénieur de formation, qui fait toute sa carrière dans les grands groupes Schlumberger, Alstom, Areva, qui a été nommé en 2007 Sales Compliance Officer d'Areva, TND, fonction que vous avez conservée au sein d'Alstom quand Alstom a racheté cette activité, puis au sein de General Electric, et vous avez intégré donc le programme de compliance de General Electric Monde. Vous avez été confronté à des enquêtes de la Banque mondiale, du US Department of Justice, du US Serious Fraud Office, et vous êtes un spécialiste de la compliance anticorruption appliquée aux activités commerciales dans un environnement international, et vous êtes membre de la commission éthique et conformité du SCIAN et consultant agréé auprès de MEDEF International et de Stratexio.
Vous avez rejoint récemment la société Icarian. Jocelyne Studer-Laurence, merci, qui a créé et anime des séminaires de formation spécialisés dans le domaine des affaires internationales au CTI et au CSCI. Auteur de nombreux ouvrages, elle est notamment membre de la Chambre de commerce internationale ICC France et y participe à la commission droit et pratique du commerce international qui notamment gère les contrats, les modèles des contrats types que propose ICC. Ensuite, nous avons aussi invité donc 2 avocats, s'agissant de sujets qui ont trait au droit. J'appelle donc Maître Guillaume Leclerc, qui est avocat à la Cour de Paris et qui est intervenu en qualité d'avocat dans plusieurs arbitrages internationaux, y compris donc à Dubaï. Il intervient pour de nombreuses PME dans le cadre de leurs activités export. Et voilà. Maître Hervé Guyader, qui est avocat aussi à la Cour, spécialiste du droit du commerce international, des sujets de compliance, de la loi Sapin 2. Il a plaidé les contentieux OMC, des arbitrages internationaux. Il anime la commission commerce international du barreau de Paris, récemment créée. Et il est le président du think tank français en matière de droit du commerce international, le Comité français pour le droit du commerce international, CFDCI. Voilà. Désolé si la présentation a été un petit peu laborieuse, mais je crois que c'était important que vous sachiez qui était sur scène et qui allait vous parler et à quel titre ils étaient compétents. Et on va maintenant voir comment on peut articuler toute cette intelligence pour vous faire part de comment on peut analyser ce sujet. Alors, le sujet, on va l'aborder d'abord sur l'angle des personnels, c'est-à-dire dans quelles conditions, à quel risque le dirigeant s'expose-t-il lorsqu'il projette des personnels, qu'ils soient pour une mission temporaire ou plus longue, pour de la prospection ou pour des chantiers à l'étranger. Un premier tour de table sur ce sujet. Et ensuite, nous irons sur les actions, c'est-à-dire la responsabilité des dirigeants face aux actions que peuvent entreprendre aussi bien ses équipes que son écosystème, ses parties prenantes, ses agences, ses distributeurs, etc. Et donc la responsabilité qui peut en découler en matière de lutte anticorruption, antifraude, etc. Alors d'abord, sur les personnes, je vais m'adresser à vous, Christophe. Pour un dirigeant d'entreprise, quel est le risque à détacher des personnes de façon durable ou ponctuelle pour des prospections ou pour des chantiers? Alors, d'une manière générale, on pourrait faire une rapide typologie des risques santé et sécurité qui pèsent sur les voyageurs d'affaires et sur les expatriés de la façon suivante. D'abord, la grande famille des risques sanitaires, qu'ils soient propres au pays. On peut trouver en RDC, par exemple, on en a parlé un petit peu pendant la présentation, l'ensemble des parasitoses qui existent à peu près à travers le monde, y compris des foyers qui n'existent plus que là-bas. On peut aussi trouver une épidémie gravissime dans l'est du pays. Ces risques peuvent aussi être liés à la personne. Est-ce que la personne qui part a un traitement qui est compatible avec les mesures de prophylaxie locales? Est-ce que la personne qui part s'est assurée qu'elle va trouver sur place les médicaments dont elle pourrait avoir besoin? Est-ce que la personne qui part a bien les vaccinations qu'il faut pour aller là-bas? En RDC, par exemple, il faut à peu près toutes les vaccinations qui existent. Ces risques sanitaires peuvent être également liés au comportement autour de la consommation de l'eau, des aliments souillés, du lavage des mains, etc. Et des comportements des fois aussi nocturnes. Je déconseille sur le plan sanitaire à vos collaborateurs d'aller fêter la signature d'un contrat dans les boîtes de nuit jusqu'au petit matin, à Kinshasa par exemple. Ça peut être des risques qu'on va regrouper sous le vocable géopolitique et sociaux. Géopolitique, c'est tout ce qui concerne bien sûr les dates clés autour des élections, des investitures, des jugements de la CPI, etc. Ils peuvent être aussi donc politiques sociaux, des grèves. On pense souvent aux grèves à travers leurs aspects violents, mais parfois elles sont tout simplement perturbantes dans le déroulement d'un voyage d'affaires à l'étranger. Troisième grande famille, les risques criminels, de la délinquance jusqu'à l'enlèvement contre rançon, qui est devenu dans certains pays, comme le Mexique par exemple, un véritable sport national. Quatrième catégorie, les risques de catastrophes naturelles autour des événements climatiques, géographiquement plutôt centrés en Asie et en Amérique, mais qui sont en croissance très forte dans nos statistiques
Et vous le savez aussi bien que moi, les experts ne prévoient pas que ça s'inverse dans les années qui viennent. Cinquième catégorie, les risques liés au terrorisme. Bon, je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes sur le sujet. Malheureusement, ces dernières années nous ont montré que plus aucun pays n'est à l'abri de ce risque. Dernier, mais pas le moindre, les risques liés au transport. Pourquoi j'en parle? Les transports, bien sûr, c'est tout ce qui peut concerner les perturbations des réseaux ferrés, aériens, etc. Un aéroport qui est fermé, c'est une gêne pour le voyage d'affaires. Mais je pense essentiellement aux accidents de la route. Les accidents de la route dans notre volumétrie, de façon constante à travers le temps, dans notre volumétrie de cas, c'est le premier, et est au premier rang. C'est au premier rang. Donc je pense que toutes les entreprises sont plus ou moins concernées. J'ajouterai néanmoins à cette typologie 3 facteurs de risque un petit peu nouveaux et encore un petit peu sous-estimés. Le premier, c'est tout ce qui a trait aux nouveaux modes de consommation. Uber, Airbnb, etc. Certaines entreprises n'ont pas encore intégré ces risques-là. D'autres l'ont fait dans leur politique sûreté, jusqu'à d'ailleurs, pour certaines, interdire de recourir à ces modes de consommation. Deuxième risque supplémentaire, ce que j'appellerais les populations à risque ciblé. Par exemple, les femmes, dans certains pays musulmans rigoristes, eh bien sûr, elles ne peuvent pas avoir un comportement habituel. Et donc, il faut qu'elles aient une information, des conseils, des recommandations propres à leur État. On pourrait aussi parler de la communauté LGBT qui peut avoir, dans un certain nombre de pays, des difficultés à s'afficher comme telle. Troisième risque supplémentaire, vous le connaissez tous, mais je reviens dessus parce que là encore, il est sous-estimé, c'est le risque cyber. Les voyageurs d'affaires, qu'ils soient salariés ou managers, représentent incontestablement des cibles particulières pour tous ceux qui voudraient s'attaquer à vos systèmes d'information. Alors, face à ces risques qui s'accroissent, qui s'additionnent, qui ne se remplacent jamais, avez-vous, vous, entrepreneurs, pris dans des échanges commerciaux de plus en plus mondialisés, à la recherche d'une meilleure compétitivité, à la conquête de marchés nouveaux, avez-vous des responsabilités particulières vis-à-vis de vos salariés? Clairement, oui. Plusieurs décisions judiciaires l'ont montré sans ambiguïté. Mon propos n'est pas ici de vous faire peur, et je pense que certains sont déjà en train de penser, mais ce n'est pas parce que quelque chose va arriver à l'étranger, à l'autre bout du monde, que je vais être nécessairement responsable. C'est vrai aussi. C'est pourquoi je veux souligner que ces dernières années, on a vu quand même une modification dans la façon de juger la responsabilité des managers qui dépasse maintenant les seuls dommages qui auraient pu être causés, mais qui s'intéresse beaucoup plus à l'action de prévention que le manager aura ou pas mise en œuvre avant le déplacement. Et ça, dans le droit français, je pense que sur l'estrade, ça sera confirmé, ça devient une obligation de résultat. Et c'est ce que nous appelons, nous, dans notre jargon de société d'assistance, le devoir de protection. Cette obligation de sécurité qui vous incombe, elle est au regard de 3 législations. Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit pénal. Le droit du travail, c'est l'article 41-21, qui dispose que tout employeur doit prendre les mesures de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires, je lis, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses salariés. Il précise que ces mesures comprennent des actions de prévention de ces risques, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La jurisprudence, c'est l'arrêt Sanofi. L'arrêt Sanofi traitait du dossier d'une expatriée de Sanofi en Côte d'Ivoire qui a été agressée alors qu'elle attendait dans sa voiture son mari qui était en train de retirer de l'argent à un distributeur de billets. La justice a considéré que, bien que c'était une activité privée, ça rentrait, elle était là-bas quand même dans le cadre du droit de son contrat de travail, et donc à ce titre, la responsabilité de l'employeur a été engagée. Deuxième chose, le droit de la sécurité sociale.
Depuis 2001, la Cour de cassation considère que tout accident survenu au cours d'une mission professionnelle à l'étranger est présumé comme un accident du travail, qu'il soit survenu lors d'un acte professionnel ou lors d'un acte de la vie courante. Par ailleurs, l'employeur qui avait ou qui aurait dû avoir conscience des dangers particuliers de la situation et qui n'a pas pris les mesures nécessaires commet là une faute inexcusable. C'est le terme juridique. Jurisprudence Karachi. Karachi, vous vous en souvenez tous, la direction des constructions navales, qu'on appelle aujourd'hui Naval Group, 14 morts, dont 11 de la DCN, à la suite de l'attaque terroriste du bus qui transportait les employés de leur hôtel vers leur site de production. Là encore, le tribunal des affaires sociales, et ça a été confirmé en appel, a considéré que l'entreprise n'avait pas pris les mesures, n'avait pas vérifié, en fait, elle avait édicté, c'était écrit dans sa politique de sûreté, mais n'avait pas vérifié la réalité de l'application de ces mesures de sécurité sur place, et donc sa responsabilité a été engagée. Troisième législation, le droit pénal. La responsabilité pénale d'un dirigeant peut être engagée, même si celui-ci n'a pas contribué au dommage. Il suffit qu'il ait contribué à créer la situation qui a conduit à la réalisation de ce dommage, si celui-ci résulte manifestement de la violation délibérée d'une obligation de protection et de sécurité. Par exemple, a été déclaré coupable d'homicide involontaire pour faute caractérisée au sens du Code pénal un employeur qui s'était abstenu d'organiser une formation appropriée en matière de sécurité. Un arrêt de la Cour de cassation de mars 2008. Autre exemple, que je déporte un tout petit peu en Italie, mais qui a une législation très proche de la nôtre, la société Bonatti, une grosse société de travaux publics, qui a envoyé 4 employés en Libye, qui habituellement arrivaient par voie maritime. Cette fois, ils sont arrivés par voie terrestre. Elle n'a pas mis en place les mesures de sécurité, les mesures de protection. Attaque terroriste, 2 morts. Au bilan des courses, 2 membres du COMEX ont été condamnés à 1 an et 10 mois de prison avec sursis. Et l'entreprise, la personne morale, a été condamnée, elle, à 150 000 €. Voilà. Oui, en un mot, pour essayer de synthétiser, oui, votre responsabilité vis-à-vis de vos salariés en déplacement et de vos expatriés peut être engagée au titre d'au moins 3 législations. Mais oui aussi, ce qui sera jugé, c'est avant tout, en premier lieu et essentiellement, les mesures préventives de protection que vous aurez ou pas mis en place et sur lesquelles on reviendra peut-être un petit peu plus tard. Oui, absolument. Je pense qu'il est important de mettre en équilibre, mais je suppose que le droit le fait aussi, le risque, et puis en même temps la capacité des entreprises à prévoir ces risques. Est-ce que, Maître Gulader, vous pouvez nous expliquer davantage cette histoire d'obligation de moyens, qu'on connaît tous, et d'obligation de résultat? Est-ce que vraiment l'entreprise est responsable jusqu'au niveau du résultat, s'agissant pour la plupart des accidents dont parle Christophe, d'éléments absolument pour l'essentiel imprévisibles, ou en tout cas aléatoires? Alors, tout à fait. Il faut la distinguer de 2 choses très simples. L'état, la santé physique et la santé morale. La santé physique doit effectivement être garantie par l'employeur, car on n'imagine pas qu'au titre de l'exécution du contrat de travail, un salarié, fût-il envoyé en mission à l'étranger, puisse se faire malmener, pour employer un terme un peu vague, effectivement contracter une maladie grave, se faire séquestrer, se faire agresser. Donc effectivement, il va de soi que vous avez des listes qui sont communiquées par le Quai d'Orsay, qui catégorisent les pays. Et donc vous ne pouvez pas ignorer que dans certains pays, le risque est important. Vous ne pouvez donc pas ignorer qu'il vous faut mettre en place certains plans qui vont de relativement simples à plus complexes. Et donc, effectivement, vous ne pouvez pas tolérer qu'un de vos salariés subisse une atteinte physique. Pour l'atteinte morale, c'est un peu plus compliqué. J'entends par là que vous avez maintenant pas mal de salariés qui souffrent de syndrome de stress, d'anxiété. La Cour de cassation a eu à se pencher sur pas mal de dossiers
à ce sujet. Et jusqu'à 2015, on considérait qu'il fallait que l'entreprise mette en place une protection la plus absolue possible pour garantir la santé morale de ses salariés. Et donc, si vous aviez un salarié qui était envoyé pour une mission très spécifique dans un pays un peu compliqué, si jamais le pauvre, on revenait avec un stress traumatique et qu'il n'était pas très en forme, quel était le traitement juridique de ce cas-là? Très simple. Jusqu'en 2015, l'employeur doit assurer une protection absolue. En 2015, la Cour de cassation considère que si l'employeur a mis en place l'ensemble des protocoles permettant de former le salarié, de lui donner toutes les informations possibles, et que nonobstant le déploiement de toutes les formations possibles, le salarié s'avère être finalement fragile et donc n'a pas supporté le voyage et revient donc un peu lésé moralement, la Cour de cassation 2015, 2016, 2017 a considéré que là, l'employeur était tenu à une obligation de moyens renforcée et que si l'employeur démontre qu'il a mis en place l'ensemble des protocoles pour garantir la santé morale de son personnel, si vous avez malheureusement un salarié que les médecins considéreront comme étant un peu fragile, l'employeur n'en est pas responsable. Il faut juste effectivement avoir déployé un plan de prévention assez complexe, parce qu'effectivement ça ressort de l'humain, ça ressort des spécificités liées à chaque personne, et donc il y a évidemment un volet, on va dire, un peu neutre, un peu objectif. Il y a aussi l'accompagnement spécifique de certains types de personnel pour certains types de tâches. Et là, effectivement, il faut avoir une vision assez pragmatique des choses et considérer que si vous envoyez un manager, j'ai un cas récent en tête qu'on a eu à traiter, un manager qui a été envoyé dans un pays de la péninsule arabique pour vérifier l'application de certaines normes. Il a été formé par pas mal d'entreprises de conseil. Il en est revenu particulièrement affecté, mais on ne pouvait pas imaginer avant que voilà, c'était un garçon d'âge, d'expérience, qui a été parfaitement formé. Donc la jurisprudence a considéré qu'effectivement l'entreprise n'avait commis aucune faute. Donc voilà, il faut avoir une vision sur ce côté-là moins défaitiste que concernant la santé physique, qui est là effectivement... Vous savez, ça remonte à 1898, la loi sur les accidents de la circulation, où à l'époque on considérait qu'il n'était pas normal quand vous preniez une voiture. Alors, 1898, donc il y a quand même plus de 120 ans, 121. On ne pouvait pas considérer à l'époque que le simple fait de prendre une voiture vous exposait à la mort. Donc c'est un déroulement de jurisprudence partant d'il y a plus de 120 ans, qui considère qu'effectivement, vous devez mettre en place une protection très élevée. Merci, maître. Alors, Christophe, comment on organise l'information, la prévention, pour que l'entreprise, entre guillemets, mette toutes les cartes de son côté, en tout cas fasse tout ce qui lui incombe, pour ne pas engager sa responsabilité? On peut distinguer les bonnes pratiques avant, pendant et après le voyage. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ces bonnes pratiques, il faut au préalable deux choses. Il faut une politique sûreté et santé qui précise au minimum l'organisation de la gestion des voyages au sein de l'entreprise, la répartition des responsabilités, les plans d'urgence, le process qui garantit la conformité du voyage et le process interne de gestion de ces incidents. Premier temps. Deuxième temps, il faut une organisation. Les grosses entreprises, ça peut être des directions, ça peut être des bureaux, ça peut être des équipes, ça peut être des prestataires externes. Nous en sommes, il y en a d'autres dans la salle, qui doivent suivre en permanence l'information de santé et de sécurité et en déduire des conseils, des recommandations pour vos salariés et vos expatriés. Ces deux grandes actions préalables vous permettent de cocher le premier volet du triptyque classique du devoir de protection: préparer, alerter, protéger. Ensuite, et c'est là le gros du sujet, il faut donc cette organisation qui mette en œuvre les prescriptions de la politique sûreté. Alors, avant le voyage, elle doit organiser l'accès pour les salariés à de l'information de santé et de sécurité, au travers de guides pays, au travers d'alertes, etc. Information de qualité, fiable, recoupée, actualisée et accompagnée de recommandations. Elle doit s'assurer que les voyageurs
ont accès à une formation santé et sécurité propre à leur voyage. Aller en RDC, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aller en Italie. Vérifier l'aptitude des salariés à voyager en termes de visite médicale, en termes de vaccination. Vérifier que les plans d'urgence sont connus par les managers et par les salariés. Et s'assurer que les voyageurs qui vont dans des pays à risque, puisqu'il y a bien sûr une gradation dans le niveau de risque des pays, s'assurer que les voyageurs qui vont dans des pays à risque élevé sont bien compliants avec votre politique sûreté. Pendant le voyage, cette organisation, elle va s'assurer que les voyageurs ont toujours accès, en temps réel, en permanence, à cette information de sécurité et de santé. Elle va s'assurer qu'ils ont accès à un numéro direct pour gérer les urgences. Les urgences, ça peut être une consultation, une hospitalisation, un rapatriement, le cas échéant. Ça peut aussi être tout simplement, sur le plan sûreté, une mise en sûreté en étant déplacé dans le pays ou à côté du pays. Et cette organisation doit être en mesure, en permanence vis-à-vis du dirigeant de l'entreprise, de localiser instantanément les salariés de l'entreprise concernés par un événement sécuritaire et d'être capable de communiquer avec eux. Après le voyage, cette organisation devra assurer l'accès à un soutien psychologique post-traumatique en cas d'événement sécuritaire et de procéder à une évaluation médicale s'il s'agissait d'un problème de santé. Enfin, bien sûr, cette organisation, elle doit assurer le reporting permanent vers le dirigeant de l'entreprise qui ne manquera pas de l'interroger, bien sûr, si l'image de l'entreprise ou son activité est en jeu. Avec cette organisation qui fait ce que je viens de décrire, avant, pendant et après le voyage, vous couvrez les 2 derniers volets du devoir de protection, je rappelle, alerter et protéger. Alors, est-ce qu'il existe donc, par exemple pour des PME, des guidelines, des assurances, des produits un petit peu plus packagés qui ne nécessitent pas forcément de déployer des compétences internes qui en général ne sont pas forcément disponibles dans l'entreprise ou externes sont parfois coûteuses, qui permettent dans l'entreprise d'organiser par elle-même cette protection, cette prévention, en mettant en place des bonnes pratiques qui auraient été décrites dans des documents ou en prenant des assurances qui permettent de compléter cette couverture? Pour les bonnes pratiques, je vous renverrai vers un petit fascicule qui a été fait à la fois par International SOS, mais aussi par un cabinet d'avocats, Latkam et Watkins, que vous trouverez normalement à l'issue de la réunion pendant le cocktail, qui en quelques pages, qui est très bien fait, je le dis d'autant plus que je suis strictement pour rien, qui est très bien fait et qui en quelques pages décrit précisément, mais exhaustivement, à la fois les notions de référence qu'il faut avoir en tête, mieux dites bien sûr que ce que j'ai fait ce matin, mais aussi l'ensemble des bonnes pratiques, effectivement, qui peuvent être mises en œuvre de façon très graduelle. Bien sûr, une petite entreprise ne peut pas faire la même chose qu'une très grande entreprise, c'est évident. Mais vous trouverez là, en 7 ou 8 pages, la couverture, je dirais, complète de ce problème qui vous permet, encore une fois, et comme le disait Maître tout à l'heure, d'affronter une éventuelle action judiciaire en étant beaucoup plus solide. Alors ensuite, il existe, je crois, et je pense que les gens de Malakoff, Médéric et Humanisme, mais aussi chez vous, proposez des assurances pour ce genre pour couvrir ce genre de risque. Alors, soit l'entreprise a son assurance, et à ce moment-là, les sociétés d'assistance, comme celle à laquelle j'ai l'honneur de faire partie, s'inscrivent dans un jeu à 3, avec des accords de refacturation, enfin tout ça est extrêmement fluide. Soit l'entreprise n'a pas d'assurance, à ce moment-là, nous-mêmes, nous faisons une offre assurée, qui est donc un package assistance-assurance. Très bien, écoutez, je pense qu'on a couvert ce sujet, on en reparlera dans le question time qui va suivre. C'est un sujet un peu pesant, je suis désolé, ce n'est pas forcément le sujet le plus fancy de la matinée, mais forcément, il faut regarder ce sujet avec sérieux. Les enjeux pour vos salariés sont importants, les aléas sont réels, et les risques pour l'entreprise et pour le dirigeant sont existants. Et donc, du coup, il est important que vous sachiez bien calibrer, analyser, décrire et être donc réactif. Donc, alerter, protéger et vous organiser en conséquence.
ça s'applique aussi bien à des déplacements d'une semaine qu'à des expatriations. On n'est pas là en train de parler des expatriés spécifiquement, hein. On parle de tout voyage qui implique quelqu'un de votre entreprise dans un pays, je dirais, pratiquement quelconque, ou en tout cas dans un très 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 grand nombre de pays, pas spécifiquement la RDC. Je veux bien rajouter un mot, si vous permettez, pour sortir un petit peu du cadre un peu stressant du droit. Ce devoir de protection, il a également, à mon sens, 3 vertus. Et je glisse un tout petit peu. Il a une vertu économique. Des études très sérieuses menées par l'Association internationale de la sécurité sociale, suisse, en lien avec son homologue allemande, donc on est dans le sérieux, auprès de 300 entreprises dans 15 pays différents, ont établi de manière extrêmement rigoureuse, chiffrée, indiscutable, qu'il y a un retour sur investissement en matière de protection de 2,2. Premier point. Deuxième point, c'est également un facteur de réussite pour l'entreprise au titre de sa politique RSE, incontestablement. Et troisième point, en particulier vis-à-vis de nos jeunes générations, c'est manifestement également un facteur d'attractivité en matière de recrutement. Voilà, je voulais rajouter ça pour sortir un peu de la rigueur du droit. Pardon. Non, c'est clair que ça intervient en attractivité RH de manière assez déterminante, surtout sur un marché où les ressources humaines RH internationales sont très courtisées. Donc c'est effectivement un point important. Alors on va partir dans une deuxième séquence qui va parler donc de la fraude, de la corruption, des entraves à la concurrence, des règles de contrôle des exportations, des embargos, des sanctions économiques sur les pays, etc. Alors vous allez me dire, du blanchiment d'argent, etc. Toutes ces règles, vous allez me dire, mais mon entreprise, elle est clean avec ça, on ne break pas d'embargo, on ne fait pas de blanchiment d'argent, on ne corrompt personne, etc. Et donc vous pensez probablement que ça ne vous concerne pas. En vérité, si vous avez fait des affaires à l'international, vous faites forcément avec des partenaires. Et donc forcément, vous avez des contrats avec ces gens qui vous relient à ces acteurs. Et donc vous devez faire attention un peu plus largement que juste les actions de votre entreprise et de vos salariés. Et donc c'est un peu cette notion qu'on va d'abord commencer par explorer et voir ensuite comment on peut organiser la protection de tout ça. Alors, il y a cette notion, dans ce territoire, il y a la notion de stakeholders, partie prenante en français, qui s'est imposée dans les textes, etc. Et je voudrais d'abord qu'on arrive à la définir, à la caractériser, quel est son périmètre et comment elle s'applique dans la détermination d'un acte qui pourrait nuire à votre entreprise. Alors, concrètement, Jocelyne, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'une partie prenante ? Alors, je vais vous donner une définition tout d'abord très académique de stakeholders, partie prenante. Donc, ça nous vient de nos amis anglo-saxons et de Freeman en 1984. Donc, vous voyez que ça date un petit peu. Ça définit le champ de tout groupe ou individu qui peut influencer ou être influencé par la réalisation des objectifs de l'entreprise. Ça, c'est une première définition large. Et vous allez voir ce qu'on en tire comme conclusion. Mais aussi, deuxième définition d'un autre gourou du management stratégique, Atarsa, en 1999, partie prenante contribue à la performance de l'entreprise. Donc là, performance de l'entreprise, ça nous amène aussi à un autre axe de lien de ces parties prenantes. Troisième définition, et je m'arrêterai là, de Donaldson and Preston en 1995, c'est un ensemble d'intérêts coopératifs ou divergents qui fonctionnent et qui donc, pour l'entreprise, va être amené à avoir des comportements qui vont l'agresser ou bien qui vont aller dans son sens. Et vous voyez bien qu'on a 2 niveaux de parties prenantes. Le premier niveau, je dirais que c'est un niveau macro. Alors le niveau macro, c'est un terme certes qu'on utilise beaucoup en économie, mais enfin, là c'est un niveau macro où on va avoir comme partie prenante l'extérieur de l'entreprise, et l'extérieur non lié forcément par des contrats, un État, une collectivité, un fisc, une douane, une ONG,
une association, donc au sens très large. Alors évidemment, quel est l'impact ? L'impact, c'est si votre entreprise intervient dans un domaine qui va déranger une de ses parties prenantes, donc au sens large, vous risquez d'être là, vous-même, impacté. Le meilleur exemple, c'est quand vous avez des changements de législation douanière. En ce moment, ça nous arrive souvent. Quand vous avez des changements de législation environnementale, etc., etc. Donc ça, c'est, vous voyez, la première grande définition large des parties prenantes. Alors évidemment, les grands groupes ont plus affaire à ces parties prenantes-là que la PME, PMI qui démarre à l'international par de l'exportation, quoique la douane. Prenons la douane. Surtout quand on fait du matériel possiblement bien à double usage, vous voyez que ça peut créer quelques problèmes. Deuxième type de partie prenante, où là on est vraiment en lien, et quand je dis le mot lien, nous verrons tout à l'heure dans les interventions qui succéderont que dans les problèmes que nous avons, notamment avec l'extraterritorialité de la réglementation, de la législation américaine, du dollar, ces liens qui peuvent être ténus, tout fins, qu'on n'a pas forcément contractualisés, mais qui existent par des traces sur nos réseaux, Internet, des traces. Donc ces liens, on est d'abord dans des liens forts avec l'entreprise, avec les liens internes. Alors, évidemment, liens internes, les dirigeants d'entreprise, les actionnaires, les salariés, on l'a évoqué tout à l'heure avec cette première partie, mais les liens aussi qui sont des liens plus, on va dire, autres, extérieurs, qui sont liés par des contrats, non pas de travail, non pas d'actionnaires, mais qui sont liés par des contrats commerciaux, des contrats de coopération. Ça peut être des contrats, par exemple, d'agents, de distributeurs, franchisés, etc. Donc, tous ces liens que l'on a et qui font que ces contrats formalisés devront répondre à des législations qui vont être, par exemple, importantes et qui seront dans le cadre... Prenons un exemple de l'agent et de la directive Union européenne qu'on viendrait à ne pas respecter dans un contrat d'agent. Prenons l'exemple, tout à l'heure on a parlé de la politique de la concurrence, du distributeur sur lequel on n'aura pas veillé à la non-exclusivité quand on a des parts de marché importantes sur le territoire et sur le produit en question. Donc vous voyez que ces parties prenantes, elles finissent par être infinies. Alors, j'espère qu'elles je sont ne vous pas... rassure pas, mais il y a J'espère qu'elles ne sont pas infinies. des façons de traiter. Et je vais demander à Maître Leclerc de nous les catégoriser sur le plan du droit. C'est-à-dire que je suppose qu'entre votre agent et la réserve fédérale américaine, vous n'avez pas exactement le même genre de relation et le même genre de responsabilité. Donc comment est-ce qu'on peut faire une cartographie des parties prenantes en termes de droit ? Alors, en fait, on peut les catégoriser en 3 catégories. Il y aurait la première catégorie qui est la catégorie contractuelle. C'est-à-dire que j'ai un lien contractuel avec un contrat. Alors là, il y a un piège parce que le contrat n'est pas toujours formalisé. Et là-dessus, effectivement, il faut faire attention. Classiquement, on prend l'exemple quand je vais acheter ma baguette de pain. Alors on n'est pas à l'international, je dirais qu'on est au niveau très local, mais c'est un contrat de vente. Et il n'est pas pour autant écrit. Donc il faut... Là, l'international, ce qui est essentiel, c'est effectivement de rédiger toutes les relations que vous allez avoir. Et ça, la compliance vous l'imposera de plus en plus. Donc ça, c'est les relations contractuelles. Donc ça concerne évidemment les agents, les fournisseurs, les distributeurs, les salariés. Après, il y a une deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on pourrait dire délictuelle. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une plateforme pétrolière, elle pollue, j'ai une ONG ou une association qui intente une action contre moi à l'effet de me voir réparer le préjudice que j'ai créé à la nature. Ou j'ai une pratique qui a été considérée comme discriminante pour une population, et là j'ai une association d'égalité de traitement qui vient contre moi. Ça c'est le deuxième point. Et puis il y a le troisième qui est effectivement celui dont a commencé à parler Jocelyne, c'est l'exemple le plus typique, c'est le dollar. C'est le fait d'utiliser une monnaie qui permet à un État, qu'on pourra dire un peu impérialiste, de s'arroger le droit de vous faire juger par lui-même. Et clairement, si vous voulez, par exemple, l'exemple qu'on prend, j'ai un Airbus, il est fabriqué à Toulouse, il est vendu à la Chine, il est en dollars, le droit américain
s'introduit dans cet échange. Alors c'est bien ou c'est pas bien, en tout cas c'est un fait. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que votre activité n'est pas sur un territoire qu'un État ne peut pas revendiquer une action contre vous. Et ça, c'est l'élément sur lequel il faut faire attention. Alors, jusqu'à présent, ce matin, on est très, très négatif, mais pour vivre à l'extérieur, la France a un formidable challenge à mener en étant à l'extérieur. Donc, je vais juste être un peu positif par rapport à tout le monde, parce qu'on voit bien quand même qu'en général, le Français, quand il est expatrié, il est plutôt pas mauvais, voire souvent être un peu chauvin, mais meilleur. On en parlait tout à l'heure avec Mokrane. Par rapport à d'autres étrangers, le Français sait être seul et être mobile. Donc ces 3 catégories sont à connaître, mais il ne faut vraiment pas stopper l'international pour les risques, parce qu'il y a évidemment de grands gains à avoir. Alors, je pense qu'on va se focuser un tout petit peu sur le premier groupe, ceux qui ont une relation contractuelle, qui sont quand même le cœur de notre pratique des affaires. Donc toute entreprise a un agent, des contrats de distributeurs, etc., qu'elles soient grandes ou petites. Et la question, maître Guyader, je vais vous poser, c'est, j'ai un distributeur dans un pays, il fait une alliance avec d'autres distributeurs, une alliance anticoncurrentielle. Est-ce que je peux être inquiété ? Est-ce que si mon agent dans un pays, donc mon partenaire commercial, pour gagner un contrat, fait un acte de corruption sans que je le sache, est-ce que je peux être inquiété ? Quel est exactement mon risque par rapport à des comportements de mes partenaires avec qui j'ai un contrat, mais qui peuvent aussi agir indépendamment de ma volonté? Alors, tout à fait. Il faut là se reporter à ce qu'avait écrit Bernard Tessier, président d'Assas. Il avait fait une thèse formidable en 1975, il y a 43 ans, sur le groupe de contrat. Et à l'époque, le groupe de contrat, ça avait été théorisé comme étant le fait que même si vous êtes dans une chaîne de contrat, alors chaîne translative de propriété ou chaîne avec des sous-traitants, donc non translative de propriété, vous êtes dans une opération économique globale. Et donc, quelle que soit votre place dans cette opération économique globale, vous en tirez un profit. Le risque-profit consiste effectivement à ce que votre situation doit être examinée d'un point de vue juridique. Et Bernard Tessier, en 1975, commençait déjà à identifier le fait que vous ne pouvez pas tirer de votre petit chapeau le fait que moi je suis au courant de rien, je ne sais pas, c'est mon sous-traitant de rang N2, N3, N4. Écoutez, en plus c'est au Bangladesh, moi j'en sais rien. Écoutez, je ne connais même pas ce type-là, c'est un sous-traitant. Enfin voilà, moi je contrôle déjà avec difficulté les gens qui sont dans mon périmètre d'action proche. Ne me demandez pas de contrôler des gens que je ne connais pas. Et donc, 43 ans plus tard, on se rend compte que ce sujet-là est un sujet qui est extrêmement actif, qui est effectivement à mettre en parallèle avec le devoir de vigilance mars 2017 et Sapin 2 décembre 2016, parce qu'effectivement, vous pouvez être dans une relation contractuelle un peu molle, un peu indéfinie, mais supporter le risque de l'activité profit parce que on considérera que vous ne pouviez pas ignorer le fait que, oui, bon, d'accord, vous avez été un petit peu léger dans l'identification de sous-traitants de rang 2 ou 3, mais n'empêche que vous êtes quand même bien content d'en tirer profit. Donc, vous ne pouvez pas, dans un même instant, être content d'avoir fait une opération internationale particulièrement juteuse, et puis le jour où vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a des petites pratiques un peu bizarres, écoutez, ce personnage-là, finalement, je ne le connais pas. Il était très, très productif, très rentable jusqu'à il y a 5 minutes, mais maintenant, je ne le connais plus. C'est pas possible. Et donc, c'est d'ailleurs toute l'idée de loi Sapin 2. Alors, pour être totalement honnête avec vous, moi, Sapin 2, j'étais vent debout. J'avais même été voir le garde des Sceaux, mon ami Urvoas, pour lui dire que c'était une horreur, trop compliqué, trop contraignant, trop strict. Il a eu un argument qui m'a particulièrement convaincu en me disant, écoute, il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que les Américains sont en train de contrôler nos boîtes et mettre 14 milliards sur BNP Paribas, 800 millions sur Alstom, 400 sur Technip. La seule manière de dire aux Américains, foutez-nous la paix, c'est de leur dire, écoutez, on s'occupe nous-mêmes de nos entreprises. Sapin 2, c'est ça. Même si effectivement, il y a des
on va dire que Charles Duchesne, le directeur général de l'agence anticorruption, n'est pas quelqu'un de particulièrement tendre, il n'est pas là pour ça. Mais effectivement, cette loi Sapin 2 vise à permettre de donner une réponse aux Américains. Disons, écoutez, on s'occupe de notre linge sale, donc foutez-nous la paix. Et l'expérience qu'on en a depuis quelques mois maintenant nous amène à penser que ça marche quand même plutôt pas mal. Et qu'on a évité quelques soucis extraterritoriaux, en tout cas, j'ai 2-3 dossiers qui auraient pu glisser un peu, qu'on a réussi à gérer d'un point de vue strictement franco-français, ce qui est quand même une très bonne chose. Donc, effectivement, si vous êtes... si un de vos partenaires, on va employer un terme très générique, très vague, très flou, si un de vos partenaires ne respecte pas un protocole au titre de ce que vous avez un accord de confidentialité, vous avez un accord d'exclusivité, effectivement, vous ne le maîtrisez peut-être pas, mais encore faut-il quand même que vous puissiez faire en sorte de démontrer, si jamais vous passez devant un juge, que vous avez mis en place les dispositifs qui sont protecteurs. En clair, tout ça, le prérequis absolu, c'est de faire de l'anticipation. Quand vous anticipez les choses, quel que soit le domaine d'ailleurs, on parle de la corruption, évidemment, mais vous savez, la corruption, c'est 435-1-6 du Code pénal. Quand vous lisez le texte pénal et quand vous pratiquez un petit peu la chose devant les juridictions répressives, vous vous rendez compte quand même que, avant d'être condamné, il faut quand même que vous soyez dans une situation véritablement très, 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 très noire. Vous savez, on a organisé au barreau de Paris, on m'a demandé de diriger la commission commerce international. On a fait 4 ou 5 conférences là-dessus, et la dernière, j'ai un confrère qui me demande statistiquement, grosso modo, combien de boîtes françaises sont vraiment dans une situation pas simple. On a regardé un petit peu des trucs. Enfin, ce que je vous dis n'a aucun caractère représentatif, mais grosso modo, sur 100 entreprises qu'on a examinées, il y en avait 5 qui avaient effectivement quelques petits tracas, mais qui pouvaient se régler, et il y avait 1% qui, effectivement, là, il y avait des trucs qui n'étaient pas... avec effectivement des incentives un peu poussés. Des pratiques, effectivement, ils avaient contourné les choses de façon... on va dire, exagéré. Et effectivement, ça rentrait là dans le scope de la répression pénale. Mais, grosso modo, moi, quand je regarde les dossiers que j'ai à traiter, sur 100 entreprises qui nous demandent de regarder un petit peu les choses pour avoir un avis sur leur situation, sur leur risque, il y en a 95 qui sont parfaitement clean. Bon, effectivement, ça les exonère pas de mettre en place les plans de prévention. Mais 95% sont clean, il y a 5% des boîtes qui effectivement doivent mettre en place, déployer des outils spécifiques. Donc globalement, c'est quand même pas mal. Merci. Alors, Mokrane, vous avez fait le métier depuis très longtemps, depuis, je crois, 12 ans, d'être dans le métier de la compliance des ventes. Tout à fait. Donc, les actions des distributeurs, les actions de vos agents, les actions de vos fournisseurs, je suppose aussi un peu, dans les grandes entreprises ou maintenant comme conseil. Vous avez étudié ça sous tous les angles, à la fois du point de vue donc, des risques et de la prévention. Comment est-ce que vous pourriez caractériser un plan de prévention efficace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une expansion, j'allais dire du domaine de la lutte, mais une expansion de la responsabilité malgré l'entreprise sur des territoires où effectivement l'action de l'agent n'est pas totalement contrôlée par le corporate ou par son donneur d'ordre ou par son fournisseur? Avant de répondre directement à cette question, je voulais juste préciser que mon propos s'adresse aux entreprises adhérentes de Stratexio en priorité, sachant qu'ils se lancent à l'exportation et qu'il y a peut-être des entreprises qui ne connaissent pas ce risque-là. Donc je vais essayer de sensibiliser ces entreprises à ce type de risque. Sachant que les adhérents de MEDEF et du MEDEF International en particulier sont plus, je dirais, familiers avec les notions dont je vais parler. Et je m'en excuse auprès de ceux qui les connaissent déjà, mais je dirais que mon intervention, c'est du vécu. Donc j'ai appliqué
des programmes d'éthique et de conformité dans des grands groupes. Et j'en ai retiré quelques leçons que je voudrais partager avec vous. Je ne vais pas parler de loi. Je vais juste vous dire comment j'ai abordé dans mes fonctions la mise en place d'un programme d'éthique et de conformité qui répond à l'ensemble de ces risques qui sont liés à l'éthique des affaires et à la transparence au niveau des affaires. Donc la prévention de ces risques réside dans un engagement volontaire de l'entreprise à la mise en place d'un programme d'éthique et de conformité. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelque chose pour optimiser ce risque, pour le prévenir pour votre entreprise. À travers l'implémentation de ce programme de compliance formel et effectif, j'insiste sur ces mots, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit formalisé, il faut effectivement qu'il soit appliqué. Votre organisation est en mesure de montrer ses engagements aux autorités et à ses parties prenantes. Déjà, vous annoncez la couleur. Et ce programme d'éthique et de conformité en interne, s'il est bien fait, vous permet de détecter toute violation à votre code de conduite et d'y remédier. Donc, quelque part, quand vous allez à l'international, ce programme est un outil capital de promotion de votre réputation et c'est aussi un outil de prévention de risque de non-compliance à l'exportation. Donc ça, c'est un premier message, un programme d'études, d'éthique et de conformité. Alors, quelle est la bonne approche pour la mise en place de ce programme ? Un programme, en général, on a l'impression qu'il suffit de faire un certain nombre de choses et puis après c'est fini et puis ça marche, il n'y a pas de problème. D'expérience, il faut considérer ce programme comme un processus d'amélioration continue dont les priorités sont fixées par la cartographie de vos risques. Et il doit être révisé en permanence à chaque fois que le contexte de l'entreprise change et à chaque fois aussi que vous changez d'actionnaire, etc. C'est un élément dynamique, ce n'est pas quelque chose qui est figé. L'autre point important donc de ce programme de compliance, en fait, c'est son coût d'implémentation. C'est un investissement à long terme qui compense ses coûts d'implémentation et de maintenance. Il faut le considérer comme ça. Et cet investissement, au regard des sanctions possibles, est justifié parce qu'il évite, il évite des sanctions et il permet de réduire ces sanctions quand on est poursuivi. Je voudrais maintenant rappeler rapidement en quoi consiste un programme d'éthique et de conformité. Ce programme s'appuie sur la définition des standards de votre organisation en matière de code de conduite. Donc il vous faut définir quels sont vos standards de code de conduite qui se traduisent par des instructions et des procédures opérationnelles dans le domaine de l'éthique et de la compliance. Et c'est le premier pilier, je dirais, de ce programme d'éthique et de conformité. Vous devez aussi nommer quelqu'un de responsable, qu'on appelle en général compliance officer, mettre en place une organisation, une structure adaptée à l'ambition de votre programme d'éthique et de conformité. Ensuite, vous devez éduquer et communiquer vos employés, vos parties prenantes à la formation, à ce code de conduite, mais aussi au développement d'une culture d'intégrité en général. Toutes les entreprises qui ont été prises à défaut avaient toutes des programmes de compliance, mais elles péchaient souvent par le partage des valeurs entre toutes les différentes parties prenantes. Et le plus difficile, c'est d'instaurer une culture éthique dans le domaine des affaires et de changer le comportement. Donc vous vous engagez dans un processus de transformation important des comportements à l'intérieur de vos organisations. Et ça, c'est un point primordial. Vous devez aussi avoir dans ce programme la définition d'un système d'audit et d'évaluation technique de vos procédures de compliance, parce qu'il faut être capable de démontrer que votre système est effectif. Vous devez aussi mettre en place un dispositif d'alerte pour faire remonter les violations, et puis la mise en place de sanctions disciplinaires appropriées aux violations. Il faut que les gens qui ne respectent pas votre code de conduite soient sanctionnés d'une manière ou d'une autre.
Et enfin, l'institution d'un processus d'investigation qui permette de corriger les problèmes systémiques de votre organisation. Donc ça, ce sont les principales actions que vous devez envisager. Et ce programme d'éthique et de compliance commence toujours par une déclaration d'intention de l'autorité de gouvernance au plus haut niveau d'implémenter ces, je dirais, 7 piliers de la bonne compliance. Un point important de ce programme, c'est le code de conduite. Le code de conduite, il insiste sur les engagements de l'organisation, respecter les lois et les règlements et les normes de votre profession et aussi des pays où vous faites votre business. Il décrit les attentes de l'organisation en matière de comportement dans les interactions entre les employés, avec les fournisseurs, avec les clients. Il fait référence aux politiques générales de l'organisation et il est cohérent avec elles. Donc le code de conduite, c'est votre loi de base dans le domaine des comportements et comment vous voulez faire des affaires. Il mentionne enfin la responsabilité du management pour l'explication et l'application du code de conduite. Le code de conduite est un outil de décision finalement pour gérer le business de l'organisation de la bonne façon et à tous les niveaux de son organisation. Donc il est très important de communiquer officiellement à toutes les parties prenantes et aux employés ce code de conduite. Aucun employé ne doit ignorer le code de conduite dans son ensemble. Tout le monde doit être au courant dans votre organisation que vous avez un code de conduite. Et chacun doit intégrer les instructions propres à son rôle, à sa fonction et à ses responsabilités. Et il doit connaître les règles spécifiques à la région et aux pays dans lesquels il travaille. En général, on demande à tous les employés d'attester par écrit qu'ils ont reçu, lu et compris le code de conduite. Comme ça, personne ne pourra dire « j'étais pas au courant des règles de l'entreprise ». Le code de conduite doit être respecté par les dirigeants en priorité. Si les dirigeants ne respectent pas le code de conduite, il faut arrêter tout de suite. Ce n'est pas la peine de continuer avec un programme d'éthique et de compliance. Les différents responsables des départements, le management en général, et les employés de l'organisation, ainsi que les filiales contrôlées. Il ne faut pas oublier que si une entreprise a des filiales, elles sont aussi assujetties au même code de conduite que celui que vous avez. Pour les entreprises ou pour les filiales avec qui vous travaillez et que vous ne contrôlez pas, il faut leur demander un minima, il faut les encourager à mettre un programme d'éthique et de compliance dans leur organisation et à un minima de respecter votre code lorsque vous travaillez avec elles, dans les transactions que vous avez avec elles. Un autre point important, c'est la relation avec les parties tierces. Quand vous avez des représentants, des distributeurs, des agents commerciaux, vos employés qui travaillent avec ces parties tierces doivent exiger d'elles d'accepter de se conformer à vos règles de compliance applicables. Il faut l'exiger et il faut le mettre dans les contrats en général. Ils doivent aussi éduquer, bien sûr, et informer ces parties tierces sur les exigences de ces règles et prendre des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la rupture de contrat en cas de non-conformité. Vous pouvez rompre si vous avez mis ça dans votre contrat parce que votre partenaire ne respecte pas votre code de conduite. Toute partie prenante, donc, qui doit participer à votre activité doit le faire en respectant votre code de conduite et les procédures applicables. C'est ainsi qu'on élargit le cercle vertueux de l'intégrité. Donc ce code de conduite doit être traduit, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des instructions et des procédures associées qui sont spécifiques et adressent tous les domaines du risque identifié. Elles sont structurantes car elles définissent comment le PEC, c'est-à-dire le programme d'éthique et de compliance, va-t-il être mis en œuvre, quelles sont les lois et les règlements qui s'appliquent à l'organisation et comment être conforme. Donc, pour chaque risque, il y a une procédure, il y a des instructions qui permettent de définir tous ces éléments. Le choix d'un compliance officer est aussi un point important,
parce que c'est lui le point focal, clé de toutes les activités de compliance de l'organisation. C'est lui le fédérateur à l'intérieur de votre entreprise et avec les parties prenantes auxquelles vous êtes en relation pour ces domaines d'éthique. Le compliance officer doit dimensionner les ressources qu'il faut dédiées pour déployer ce plan d'éthique et de conformité. Donc, investi d'une autorité appropriée par l'instance suprême de gouvernance de l'entreprise, c'est important. Il est essentiel pour le succès de votre programme de compliance. Donc c'est une position qui demande une personne capable de comprendre la nature du business et le domaine d'activité et de s'interroger en toute objectivité sur les pratiques de votre organisation. Alors, le compliance officer n'est pas tout seul, normalement, pour faire appliquer ce programme de compliance. Il est généralement aidé et assisté par un comité de compliance. Et ce que j'ai pu apprendre par mon expérience, c'est que ce comité de compliance doit être composé en général par les dirigeants et ceux qui sont responsables des différents départements juridiques. Tous les départements opérationnels doivent faire partie de ce comité de compliance. Et c'est lui qui s'assure finalement de la diffusion opérationnelle des règles et qui s'assure de leur application parce qu'ils sont dans leur département que ces choses-là se font. C'est donc un premier passage pour le développement d'une culture d'intégrité. Merci beaucoup Mokrane. Alors, on va poursuivre juste sur un sujet, après on passera aux questions de la salle. Mais c'est le contrat quand même. Le contrat, on voit que c'est quand même le lien qui permet à l'entreprise de caractériser et de protéger sa responsabilité dans sa relation avec son premier cercle, en tout cas, de parties prenantes. Au niveau de l'ICC, le contrat, vous établissez des contrats types. Est-ce qu'il y a des clauses spécifiques dans le contrat type de l'ICC qui couvrent spécifiquement ces sujets? Oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire tout d'abord, alors bien sûr, c'est plus orienté vers nos PME, notamment dans le cadre de la mise en place de l'organisation de l'export dans le cadre de Stratexio. Nous avons à ICC la Chambre de commerce internationale, qui, je vous le rappelle, est quand même l'organe qui traite de nos règles à l'international. Et quand on choisit ces règles, elles s'appliquent. Et comme on a bien eu conscience dans nos comités que les patrons de PME ne sont pas juristes, ils sont là pour faire des affaires, souvent ils sont ingénieurs ou ils sont commerciaux. Donc l'idée a été de créer des contrats modèles pour permettre rapidement aux dirigeants et à tous les opérateurs de la chaîne commerciale internationale et de négociation dans les contrats dits de partenariat, les joint ventures, les transferts de technologie, etc., d'avoir des outils in English, of course, parce que tout le monde sait que la langue de l'international, c'est l'anglais, mais on a fait des traductions à ICC Paris, enfin, comité français. C'est de dire, voilà, il y a des outils là, avec une bonne structuration de contrats fait avec le groupe des juristes, avocats internationaux qui sont avec nous, et à partir de ça, on peut, après, assurer notre sécurité en intégrant des clauses, notamment la clause anticorruption, qui permet de définir le cadre en quelques lignes, une vingtaine quand même, qui va définir comment on va mettre en place ce contrôle. Et pas seulement les clauses anticorruption, mais des clauses qui sont très importantes et que les chefs d'entreprise oublient souvent ou mettent de côté ou sous le tapis, on va dire. L'attribution de la juridiction quand on a un litige, par exemple, et puis la loi applicable au contrat. Alors il y a des tas d'exemples, mais on n'a peut-être pas le temps de les évoquer, on verra avec les questions. Et puis des clauses qui paraissent peut-être moins importantes aussi, comme la force majeure ou les clauses de hardship, qui sont quand même aujourd'hui, dans l'univers dans lequel on vit, avec toutes ces perturbations, des clauses qu'il faut intégrer et qu'il faut surtout avoir réfléchi en amont avant d'aller négocier. Et ça, c'est des points très importants. C'est préparer la négociation. Non, voilà. Et là, on est là avec
les outils de cette Chambre de commerce internationale pour préparer après les travaux de spécialisation d'experts, d'avocats, de juristes sur les pays que l'on va mettre pour cible. Voilà mon petit message. Merci Jocelyne. Alors, Merci. Maître Leclerc, est-ce que spécifiquement sur ce sujet du droit applicable et de la clause d'attribution de juridiction, arbitrage versus tribunaux locaux, etc., est-ce que ça peut comment est-ce que ça peut mettre l'entreprise plus ou moins à l'abri de ces risques? Alors ça peut tout à la fois la mettre à l'abri ou la mettre dans le conflit. Je vais vous donner un exemple qu'on a actuellement. On a une juridiction, enfin, on a une jeune start-up qui a contracté avec une entreprise asiatique un MOU, c'est-à-dire un document non engageant, et puis un salarié de la start-up a développé son entreprise en ayant un nom à peu près similaire. Il s'est installé, lui, au Canada, et il a fait travailler la même entreprise asiatique, se revendiquant de ce fameux MOU qui était signé et qui était non engageant. Il se trouve que donc la société asiatique n'avait pas signé de contrat avec la société canadienne et donc utilise le MOU pour attraire en arbitrage non seulement la société canadienne, mais également la start-up qui est en l'espèce une start-up suisse. Et la start-up suisse, qui évidemment n'a pas des finances terribles, se retrouve à devoir gérer un arbitrage en Asie, où là, ils n'avaient pas du tout regardé les clauses quand ils ont signé le MOU, comme quoi c'était un arbitrage. Et l'arbitrage se trouve donc dans ce pays asiatique dont je tairai le nom, parce que la Chambre d'arbitrage a désigné comme arbitre unique, et ça ne s'invente pas, un membre du conseil d'administration de la société actionnaire de la société asiatique qui attaque. C'est dire ici qu'il y a un conflit d'intérêts on peut dire qu'il est plus potentiel. Et donc, on a donc écrit à la Chambre d'arbitrage en disant, écoutez, là, il y a un problème. On n'a rien contre ce monsieur, mais néanmoins, on ne veut pas le mettre en indélicatesse. On a fait un petit peu de façon latine, on a été poli, on est un peu plus que les anglo-saxons. La Chambre d'arbitrage nous a dit qu'elle avait totalement confiance en cet homme et qu'elle ne changeait pas. Donc là, on a expliqué qu'une fois que la décision d'arbitrage serait rendue, si jamais notre client perdait, je pense qu'il y aurait une difficulté pour exéquaturer la décision en Suisse, puisque vous savez que quand on a une décision d'arbitrage, il faut l'exéquaturer si on veut la rendre applicable. Et donc là, effectivement, la Chambre d'arbitrage dit « Ah, tout compte fait, on va changer d'arbitre ». Mais vous voyez, c'est pour dire que ces clauses d'arbitrage sont parfois très utiles ou parfois très dangereuses. C'est pour ça qu'il faut bien l'envisager avant. Et un autre élément, effectivement, qu'il faut voir en permanence, c'est le droit applicable. Parce qu'on a parlé des normes de corruption tout à l'heure, mais côté français. Dans un des pays du Golfe, nous, on a un client qui a été ennuyé assez lourdement parce qu'il a été considéré comme ayant corrompu quelqu'un à qui, en fait, il a juste donné quelques miles pour qu'il soit upgradé en business et pas en éco. Et je vous assure qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international sur ce point. Donc c'est dire qu'il y a des cas parfois qui sont... Parce que dans ce pays en question, la corruption, c'est dès lors qu'une personne a un lien... Alors dans certains pays, tout le monde a un lien parce que vous êtes toujours le frère du cousin de... Et donc, c'est le piège qu'il faut faire attention. Donc, c'est vraiment la loi applicable. C'est sûr qu'effectivement, le droit français ne s'applique en général qu'en France. Et donc, il y a d'autres pays avec des lois qui sont d'ordre public qui s'appliquent. Il faut faire vraiment attention à la loi applicable. Ça, c'est le point essentiel. Autre point que je me permets aussi, c'est la langue du contrat. Parfois, vous avez le contrat qui est en deux langues. On a, par exemple, récemment, on a un client qui a vendu à une société asiatique et puis il voulait une traduction en mandarin du contrat de vente. Alors, il est clair qu'aucun d'entre nous ne parlait mandarin. Donc, on a fait mettre dans le contrat quand même que la traduction qui était en mandarin à côté allait être certifiée par un expert, mais qu'en aucun cas, elle ne servirait de base légale et que si jamais il y avait une distinction, enfin, ou du moins en tout cas des contradictions entre la version anglaise dans l'espèce et la version mandarine, eh bien, c'est la version anglaise qui prévaudrait. Et comme par hasard, on nous a plus demandé la version en mandarin. Donc c'est là où, quand il y a deux textes, si vous voulez, il y a ce proverbe latin qui dit « traductore traductori », traduire c'est trahir. Et donc il faut vraiment faire attention, quand vous avez des contrats, vraiment choisir la langue, bien faire attention, et surtout la loi applicable, et en plus, enfin, la juridiction. Voilà. Merci, Maître. Je crois qu'on va s'arrêter là sur le panel, passer à vos questions. On a essayé d'exprimer notre vision collective de ce sujet, en tout cas en une petite heure. Mais évidemment, on n'a pas couvert tous les sujets. Je pense qu'il y en a beaucoup qui
qui peut-être vous concernent plus précisément et n'ont pas été abordés. Je pense que c'est le moment d'en profiter pour soumettre votre expérience, vos questions, vos suggestions, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qui ont été dites, vos contradictions. Voilà, je crois qu'il y a des micros dans la salle. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, ici, monsieur... Bonjour, Georges Habib, GH Consulting. Je suis personnellement un expert à l'international qui a travaillé plus de 45 ans à l'international sur des contrats internationaux et dans des différentes législations, et donc sous différentes législations. Alors, comme j'ai collaboré avec des groupes américains, je sais que les États-Unis, par exemple, ont mis en place un système qui permet que chaque fois qu'on veut collaborer avec un agent, une société, on envoie. Ils ont un système donc de vérification des personnes, des sociétés, qui protègent les sociétés. C'est-à-dire, une fois que leur système a donné une clearance pour cette personne ou cette société, on peut signer le contrat et il n'y a plus à faire porter le chapeau, comme quoi on collabore avec des gens qui peuvent faire objet de corruption, etc. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, je voudrais vous poser, vous avez parlé d'un contrat international. Malheureusement, quand on traite avec des gouvernements, la plupart du temps, les contrats sont les contrats des gouvernements et on ne peut pas les changer. Donc, on est obligé soit de signer la forme du contrat avec ce gouvernement ou bien de ne pas travailler avec. Alors, dans ces deux cas, voilà, moi je vous demande, pour le premier point, est-ce que la France a mis quelque chose au point sur ce point? Et pour le deuxième, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve devant un cas de contrat d'État? Merci. Merci, monsieur. Je vais répondre très rapidement sur le premier point. Ça s'appelle donc les parties blacklistés ou les contreparties blacklistées. Il existe des bases de données de personnes, entreprises et navires blacklistés. Pour ma part, mon entreprise en publie sur le web, dans différentes interfaces, sur différents sites. Et c'est à disposition gratuite et publique de toute entreprise qui peut consulter ces sites-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est une information qui est assez diffusée, aussi bien les listes blacklistées de l'OFAC, de l'Union européenne, du Japon, du Canada, etc. Chaque pays, chaque grand pays a ses listes de blacklistés. Et en fait, nous, mon entreprise en fait la consolidation et les publie sur le web. Mais je ne vais pas faire la pub de mon entreprise, mais sachez en tout cas, c'est une information assez facile à trouver. Ça vous fait la photo à l'instant T. Ça ne veut pas dire que l'agent non blacklisté avec lequel vous allez signer un contrat ne fera pas un acte qui vous est défavorable ou qui est défavorable au tiers. Je voudrais laisser répondre surtout sur les contrats avec les gouvernements, parce que je pense que c'est un sujet très important. On n'a aucun choix, c'est un appel d'offres. Tout le paquet juridique est en général oui ou non, et est très difficile à négocier. Comment on gère ces sujets-là dans des pays où l'état de droit n'est pas forcément complètement effectif, impartial contre une contrepartie commerciale, et ça beaucoup de pays vous le proposent. Avoir un jugement équitable contre un gouvernement ou une entité liée au gouvernement, beaucoup moins de pays vous le proposent. Donc ça, c'est un sujet très sensible, je pense. Ah, tout à fait. Alors, moi, j'ai un cas qu'on a traité récemment avec, plutôt contre, le Niger, qui avait imposé effectivement un ensemble de contrats dont le régime juridique était assez discutable, des clauses financières, des clauses de stabilité qui étaient inexistantes. Et donc, on a eu comme idée de demander à la Cour constitutionnelle du Niger, qui est présidée par un agrégé des universités qui était formé en France, qu'on connaît bien, et donc de demander son avis juridique sur le contrat proposé par le gouvernement, sachant que dans ces pays-là, il faut avoir conscience que le gouvernement change assez rapidement, et que donc il n'y a pas cette espèce de stabilité juridique et politique telle qu'on pourrait la concevoir en France. C'est-à-dire que le contrat qui est proposé par un gouvernement à l'instant T pourra très bien être remis en cause par un nouveau gouvernement quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Ça va très très vite. Surtout qu'en plus, les contrats sont souvent signés par des ministres dont la volatilité est assez importante.
Donc il y avait déjà ce premier point où on a été devant la Cour constitutionnelle pour demander l'avis du juge local, ce qui était assez malin. Juge local qui était très embêté parce qu'effectivement reconnaissait lui-même que d'un point de vue de doctrine, le contrat était particulièrement vicié. Et derrière, on avait... la situation a continué à s'envenimer. Il y avait une clause d'arbitrage qui donnait c'était devant la cour de l'OHADA, une cour d'arbitrage africaine. Et effectivement, la cour de l'OHADA est une cour qui ne fonctionne pas bien, pour des raisons d'absence de neutralité, d'absence d'impartialité. Nonobstant les travaux formidables que fait son secrétaire général Dorothée Sosa. Donc on a fait quoi ? On a imposé, soit on rompait le contrat et donc il y avait des difficultés financières assez importantes, soit on proposait de faire juger ça en France, avec un arbitrage ICC qui s'est très très bien passé. Alors je vous fais un petit résumé, ça a duré 2 ans et demi. Mais effectivement, par le truchement du recours à déjà la constatation juridique interne de ce que le contrat était un peu particulier, et derrière le fait de demander l'invalidation de l'arbitrage OHADA au profit d'un arbitrage français, avec un panel de 3 arbitres qui était au-dessus de tout soupçon. Ça s'est finalement très bien passé. Mais effectivement, l'histoire a duré 2 ans et demi et effectivement a coûté à la société que je représentais effectivement un peu cher. C'était un contrat d'infrastructure au Niger. Il y avait tout intérêt à ce que les relations se passent très bien dans une grande pérennité. Et donc c'est la raison pour laquelle il fallait être suffisamment souple. Mais le problème, c'est que vous savez, dans ces pays-là, il faut toujours être particulièrement souriant, très avenant, très heureux de travailler avec eux. Mais quand on se retrouve face à une situation juridique dont on voit qu'elle va aller dans le mur, il y a un moment donné, voilà. Alors, saisir la Cour constitutionnelle n'était pas forcément très facile à faire. Mais pour autant, ça ne faisait que demander au juge suprême un avis juridique sur un contrat. Il n'y avait rien d'exceptionnel là-dedans. Il fallait juste effectivement demander à un de nos confrères sur place de bien vouloir instrumenter le dossier, ce qui politiquement est un peu complexe, certes. Mais n'empêche que voilà, il faut juste avoir conscience d'une chose toute simple, c'est que l'exploration des voies de droit est une chose extrêmement banale. Et que c'est banal en France, il faut que vous le considériez comme étant aussi banal à l'étranger. Et si vous êtes confronté à des situations un peu complexes, il suffit juste d'ouvrir les bons manuels et puis de suivre les guidelines. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est facile. Enfin, vous savez, pour voir si personne est blacklisté ou pas, vous avez les listes qui sont émises par le Quai d'Orsay, par Bercy, par l'agence anticorruption. Puis vous recoupez puis vous savez si les gens sont propres ou pas, tout simplement. Merci Hervé. Il y avait une autre question, je crois, ici. Et après, je prendrai votre question. On essaie de faire des réponses compactes. Comme ça, on prendra plus de questions. Bonjour, Vincent Grange, Ingérop. On est un bureau d'études d'ingénierie dans les travaux publics qui œuvront un peu partout sur la planète, y compris aux États-Unis. Ma question va prendre tout son relief avec le témoignage à suivre. Existe-t-il des assurances qui, souscrites par l'entreprise, couvriraient les éventuels frais de justice des dirigeants, même si ceux-ci ne font plus partie des effectifs avant la fin de la procédure judiciaire? Alors ça, on laissera peut-être Frédéric répondre. On va prendre l'autre question, puis on répondra aux questions ensemble. Si vous avez juste un instant, oui. Alors il y a des assurances anglaises qui couvrent ce type de risque. Allez-y alors. J'y vais. Je vous garde, hein, je ne vous oublie pas. Allez-y. Merci. Renaud de Saint-Cernin, édition Lefebvre Dalloz. Merci pour la qualité des échanges. Moi j'ai une question. Je trouve que les 2 sujets que vous avez abordés, premièrement celui de la sécurité des individus et deuxièmement celui de la conformité des entreprises, sont intéressants. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ces 2 impératifs ne peuvent-ils pas, dans certains cas, devenir antagonistes ? Je m'explique. Dans certains pays, prenons celui de la RDC, est-ce que le fait de vouloir imposer ou à marche forcée un code de conduite à des entreprises sur place
qui sont établis depuis un certain temps, et donc de mettre fin à certaines pratiques non conformes, voire délictuelles, avec des parties prenantes, ne peut-il pas être de nature à augmenter le risque physique, même sur les salariés sur place? Mokrane, peut-être vous voulez prendre ce point? Je veux bien essayer de répondre à ce type de question qui est assez complexe. Je dirais que je mettrais ça plutôt dans un contexte global. C'est-à-dire que quand on décide de définir un code de conduite, on ne peut pas effacer tous les comportements du passé. Donc, on a probablement des casseroles où on a, façon de parler, qu'il faut traiter. Alors, il faut les traiter il faut être proactif là, dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il faut être conscient de tout ce qui amène des risques liés aux pratiques passées. Et puis ensuite, définir une stratégie vis-à-vis de ce risque-là et décider d'y aller ou de ne pas y aller. Et il faut être prêt pour le respect des codes de conduite et passer à un autre paradigme. Il faut être prêt à abandonner certains marchés ou à abandonner certains contrats quand on sait qu'on ne peut pas les faire marcher. Votre point consistait à dire que mettre en place un code de conduite éthique avec certains distributeurs dans certains pays pouvait augmenter le risque sur les personnes. C'est ça votre point? Oui, c'est ça. Votre point. Est-ce que ça ne peut pas mener à ce genre de risque-là, effectivement? Oui, tout à fait, des risques sur les personnes. Bien sûr, dans le domaine de la corruption et dans le domaine je dirais, des fraudes comme ça, c'est des comportements mafieux. Le risque sur les personnes, à un moment donné, il peut s'avérer. C'est une sorte de représailles, quelque part. Oui. Et puis, où la personne se sent en danger. C'est bien pour ça qu'il faut éviter de s'engager le plus possible dans cette voie-là. Tout à fait. Merci. On va prendre une question ici. Monsieur, j'en prie. Oui, bonjour à tous. Christophe Beauville, le groupe NGE, secteur BTP. J'ai deux questions. Donc, Monsieur Mokhtari a évoqué la fonction de compliance officer. C'est une fonction évidemment exposée et assez centrale dans le processus. J'aurais voulu savoir jusqu'où va l'exposition de cette fonction en cas de problèmes avérés et de saisine des cours et tribunaux. Et est-ce qu'il y a effectivement un lien dans le cadre du contrat du travail en disant, bon, moi je suis sous la hiérarchie de mon management et finalement j'ai fait mon travail et je peux un peu me faire un pas de côté par rapport aux problèmes avérés et saisis par les cours et tribunaux. La deuxième question, c'est que dans le secteur du BTP, on est face à des projets qui sont d'une part financés par des fonds publics, provenance des fonds, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Enfin, souvent, quand c'est dans des États, évidemment, compliance, ce qui est souvent le cas. Après, on peut avoir des projets qui sont financés par des entreprises privées. Et donc, jusqu'où va la responsabilité dans le montage, et la compliance, c'est le montage du dossier QIC de l'entreprise BTP par rapport aux fonds qu'il reçoit de ses clients. On sait que les institutions financières, parfois même au Luxembourg, même les notaires, les cabinets comptables, etc., doivent dresser des dossiers bénéficiaires économiques, QIC, provenance des fonds, etc. Est-ce qu'en tant qu'entreprise privée, on doit effectivement aussi se poser cette question et monter un dossier pour effectivement montrer que le financement d'un tel projet au Mozambique ne provient pas effectivement de... Le Mozambique est à titre complètement exemplatif, n'y voyez pas là de... mais effectivement qu'il n'y a pas des provenances de fonds douteux. Merci. Mokrane, je pensais... Ah non, Hervé voulait reprendre... Juste un point, c'est une question qui est fondamentale, c'est de savoir jusqu'à quel point l'un des salariés, fût-il vice-président d'une grosse entreprise, peut être responsable si on découvre effectivement un acte de corruption. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dès l'instant où la personne est dans le scope du droit pénal, elle se retrouve contre l'entreprise. Et donc j'ai 3 cas en tête où les entreprises ont mené des audits pour voir un peu effectivement s'il n'y avait pas un truc un peu trouble, et donc effectivement en protégeant l'ensemble des salariés jusqu'au moment où est identifié
l'individu ou le groupe d'individus qui sont responsables. Et à ce moment-là, précisément, ces individus doivent être traités par le droit du travail, mis à pied conservatoire, licenciement pour faute grave, parfois pour faute lourde. Et à ce moment lambda, il faut bien traiter juridiquement le dossier de façon extrêmement précise parce que vous ne pouvez plus, l'entreprise ne peut pas, d'un point de vue extrêmement simple, j'étais l'avocat des entreprises, à cet instant T-là, je me retrouve être contre le salarié qui se trouve être évincé. Et donc, il est hors de question de continuer à communiquer avec lui, surtout en plus, j'avais un cas en tête, c'est un vice-président de l'entreprise, qui était évidemment dans toutes les réunions, et donc à ce moment-là précisément, boum, il sort, on ne communique plus avec lui, et ça devient un adversaire. Et donc il faut qu'il prenne contact avec un avocat personnel, en instant T, ce qui pose des problématiques terribles, parce qu'effectivement, s'il est dans la gestion normale et courante des affaires, vous imaginez bien que la gouvernance de l'entreprise à ce moment-là, elle est quand même extrêmement contrariée. Donc il faut bien avoir ça en tête déjà. Il y a un deuxième point qui est assez embêtant, c'est qu'effectivement, dans la mesure où vous devez dissocier une personne qui a pu être au courant, parce que le problème du droit pénal, c'est que, vous savez, le droit pénal français, c'est quand même assez précis. Le fait d'avoir été informé d'une infraction, de ne pas l'avoir déclarée, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc, en clair, on vous dit lundi matin, il y a un truc bizarre. Vous investiguez un petit peu, vous contactez votre avocat, vous regardez le truc et vous vous rendez compte que c'est pas terrible. Il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et puis ça se passe et puis vous vous rendez compte finalement qu'il y a un moment donné, on fait quoi? On dénonce pas? C'est compliqué. En plus, les boîtes cotées en bourse, il y a une stratégie communication à mettre en place, mais c'est pas simple. Donc ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines. Et le fait, à la fin, d'avoir une décision go, no go, bon écoute, le mec, on le vire, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet, fait qu'en fait, pendant la phase d'investigation, vous avez violé l'article 40 du Code de procédure pénale. Parce que vous avez identifié un problème. Vous avez l'obligation de le déclarer. Donc c'est extrêmement compliqué à gérer ces contrats-là. C'est extrêmement... parce que vous ne pouvez pas virer un type trop tôt parce que vous seriez en travers. Vous ne pouvez pas virer un type trop tôt parce que vous lui faites confiance. Vous ne pouvez pas virer un type trop tôt parce que finalement, d'un point de vue de gouvernance, c'est extrêmement compliqué à gérer. Sauf que d'un point de vue pénal, le jour où vous vous retrouverez devant le jeu, vous êtes mort. Surtout Charles Duchesne, c'est pas entendre. Donc cette phase-là est une phase qui est extrêmement compliquée à gérer. Il faut avoir en tête le principe de précaution, il faut avoir en tête le principe de droit pénal. Je ne suis pas en train de vous foutre la truc pour rien, mais encore qu'un petit peu. C'est un sujet que Frédéric, je pense, va reprendre. Encore un petit peu. Ensuite. Mokrane, vous vouliez compléter notamment sur les financements. Je pense que vous avez été sur des affaires avec la Banque mondiale. Beaucoup de vos contrats étaient financés par la Banque mondiale, un peu, je pense, comme les contrats de BTP dont vous parlez, enfin Banque mondiale ou institutions de ce type-là. Quel type de garantie, échange vous avez eu avec eux, enquête même, si j'ai bien compris? Déjà, je partage l'analyse qui vient d'être faite, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose, une infraction est caractérisée, c'est le droit qui prime, et c'est le contentieux qui prime, et il faut trouver la bonne stratégie en fonction des cas particuliers. Quant au financement des entreprises, au financement des projets, effectivement, tous les organismes de financement internationaux, ils ont tous leur code de conduite, ils ont tous leur, comment dirais-je, leur procurement guideline, leurs règles d'approvisionnement, et il faut les respecter. Donc, en général, comment dirais-je, ces organismes font un contrat avec celui qui fait le projet, c'est-à-dire avec une autre société qui peut être votre client. Donc elle n'interfère pas dans votre relation avec le client en règle générale, sauf s'il y a infraction des règles du bailleur de fonds. Et s'il y a infraction du règle du bailleur de fonds, vous le signalez d'abord à l'organisme local pour leur dire que vous ne respectez pas les règles d'approvisionnement imposées par la Banque mondiale ou imposées par la Communauté européenne ou autre. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, vous remontez plus haut. Et là aussi, jusqu'à ce que vous soyez entendu.
Et il y aura donc une évaluation et une appréciation qui est faite par cet organisme de financement et qui décide de l'attitude à adopter vis-à-vis de ce que vous avez reporté. Est-ce qu'on a encore une question? Sinon, moi, je vais en poser une, ou plutôt un cas. Un de mes adhérents donc, vend des médicaments en Afrique, dans un pays qui veut organiser une lutte contre le trafic de faux médicaments. Donc, il arrête tous les grossistes en médicaments, quels qu'ils soient, de manière indifférenciée. Mon adhérent est coté en bourse et ne fait pas de trafic de faux médicaments. Mais bon, ils vont tous en prison. Tous les grossistes, tous les dirigeants, y compris donc, le dirigeant de la filiale locale. Dans ces cas-là, donc, qu'est-ce qu'on fait? On a donc le directeur de la filiale en prison. Il va être jugé dans 3 mois. Comment on s'organise? Hervé? Alors, j'ai une petite réponse en tête, une petite idée, mais là, on sort vraiment du champ juridique, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai un cas qui m'est arrivé où c'était effectivement en Afrique, où un type s'est fait enlever. Il s'est fait enlever, enfin, d'abord, il s'est fait enlever par des policiers qui intervenaient visiblement à titre, on va dire, privé. Donc de séquestration alors qu'ils étaient policiers, mais voilà, se retrouve dans une prison et se retrouve finalement derrière inculpé, enfin un truc, mais le type évidemment en panique, la boîte en panique, et on demande ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Protection consulaire, autant dire rien, et vient à l'idée de dire, bah écoute, il y a un seul truc, c'est qu'il faut que le mec sorte. Et donc il faut demander, enfin, voilà, donc il faut organiser. Alors il faut appeler Mission Impossible et sinon effectivement le mec dedans ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué parce qu'effectivement ça va être une horreur, quoi. Et donc il a été décidé comme ça un soir très tard. Alors donc moi j'ai fait mon boulot d'avocat en disant écoutez, vous allez violer la moitié du code pénal français, la moitié du code pénal, mais effectivement, il faut qu'il sorte. Le mec, non, c'est sûr qu'il va claquer dans la tôle, donc il faut qu'il sorte. Donc vous le faites sortir. Je ne sais pas comment, vous envoyez des gars, donc c'est voilà, ex-militaires, des mecs qui connaissent le boulot, voilà. Donc vous le faites sortir. Donc le mec arrive en France. Et une fois qu'il a foutu un pied sur le territoire français, on a été se constituer directement prisonnier dans un commissariat de police dans le 5e, en expliquant le truc. Le flic était un peu éberlué. On a dit, écoutez, voilà, tout va bien. Donc le flic était un peu en panique. Le commissaire de police est arrivé. On lui a expliqué le truc un peu plus en détail. Il dit, vous avez bien fait. Comment le mec comme ça, il est en vie. Donc voilà, c'est pas du tout ni juridique, ni légal, ni voilà. Donc je n'ai rien dit. Hein, je n'ai strictement rien dit. Mais il y a des... Alors, oui, article 40, voilà, pardon, excusez-moi. Mais il y a des cas, effectivement, si vous voulez que votre gars reste en vie, il n'y a pas 25 000 solutions. Il faut appeler des mecs dont c'est le boulot et qui font ça très bien. Mais c'est... Voilà. Merci. Alors, ça nous fera une excellente transition. Alors, je remercie le panel pour sa franchise et sa spontanéité.